Bonjour, je vais corriger un exercice sur le circuit RC. Donc l'exercice est assez classique, sauf la fin, voilà, qui est un peu plus original. Alors le sujet, le voici. Donc on vous demande dans un premier temps d'établir l'équation différentielle pour la tension U. Alors ce que je vais faire, c'est poser une intensité, je l'appelle I, et en fait je n'ai pas donné de nom à cette tension, je l'appelle directement RI, enfin je la note directement RI, en convention récepteur. Donc vous imaginez qu'à t égale 0, je ferme l'interrupteur, hein, donc le courant cette fois-ci il peut passer. J'écris une loi d'émail. La loi d'Ohm est déjà écrite, hein, donc c'est sur le schéma. Voilà, donc loi d'Ohm sur le schéma. Loi d'émail, ça fait E égale RI plus U. Et enfin, la loi pour le condensateur, et qui s'écrit I égale C D2U sur D2T. Donc ça me donne le système. Je vais simplement, bon là c'est vraiment facile, hein, je vais simplement réinjecter I dans l'équation qui est au-dessus, et ça me donne E égale RC D2U sur D2T plus U. Et je vais poser taux égale RC, donc ça c'est vraiment, si vous connaissez un peu le circuit RC, c'est vraiment la base. Et je mets sous forme canonique, donc tout simplement je mets un coefficient 1 devant la dérivée première. Donc ça fait U sur taux égale E sur taux. On encadre le résultat. Alors on peut passer à la suite. On vous demande de déterminer la tension U en 0+. Et bien là on va simplement utiliser une propriété du condensateur, c'est que la tension à ces bornes est continue. Donc on a U en 0+. Donc 0+, c'est l'instant qui est juste après 0. Bon, sachant que ça ne veut pas dire grand chose, hein. Mais c'est positif, mais très proche de 0. Et 0 moins, bah, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse, c'est la même chose, mais du côté t négatif. Et en 0 moins, ça vaut 0 parce que le condensateur est déchargé. Initialement déchargé. Donc initialement déchargé. Donc on a le résultat, on encadre, U en 0+, ça vaut 0. Et on va faire la résolution de l'équation différentielle. Donc là aussi, ce que je fais là, c'est vraiment, vraiment classique. Donc voilà, il faut savoir le faire les yeux fermés. La première fois qu'on voit ce genre de truc, bon ok, on peut trouver ça un petit peu difficile, mais bon, quand on connaît bien, c'est vraiment, vraiment la base. Donc je vais commencer, j'ai appliqué la méthode, donc je vais commencer par m'intéresser à l'équation sans second membre. Et donc, alors, je mets bien en valeur. Donc je m'intéresse à cette équation là, du sur d2t plus u sur taux égale à 0, hein, donc c'est l'équation sans le second membre, donc c'est égal à 0. Je vais proposer un candidat, donc ce que je vais écrire maintenant en vert, c'est pas vraiment utile, hein, je vous rappelle juste d'où vient le résultat. Normalement, quand vous avez cette équation là, vous savez tout de suite écrire la solution. Voilà, donc je vais partir d'un candidat. Donc il y a plein de façons de la résoudre, cette équation différentielle. Donc moi je vous propose une façon de le faire, bon, qui marche quand même bien. Donc je vais dériver d2u sur d2t. Alors la solution sans second membre, moi je la note avec un indice 1. Bon, on va dire que c'est une habitude. Et je réinjecte dans l'équation différentielle, donc ça donne ceci. Plus a exponentielle rt sur taux, ça fait 0.
Et quand vous arrivez ici, vous voyez que on peut diviser l'ensemble de cette équation par grand A. En effet, grand A est non nul. Hein, si vous prenez grand A égale 0, ça n'a pas grand intérêt parce qu'on trouve la solution triviale qui est triviale, enfin je veux dire, et qui n'a pas grand intérêt, u égale à 0, on s'en fiche un peu en fait de cette solution-là. Donc je prends A différent de 0, donc je peux diviser par A, par quelque chose de non nul, il se simplifie. Pareil pour exponentielle RT qui ne s'annule jamais, et donc finalement il reste pas grand-chose, il reste petit r égale 1 sur tout. Donc finalement, moins 1 sur tout. Je détaille quand même le calcul, enfin détailler, c'est quand même un bien grand mot. Donc R ça vaut moins 1 sur taux. Et donc la solution U1 de t, c'est égal à A exponentielle moins t sur taux. Donc là j'ai déjà, donc mon candidat initial était bon, puisqu'il m'a permis de trouver une solution. On peut montrer qu'il n'y en a pas d'autres, des solutions. On peut faire la variation de la constante, faire ce qu'on veut, mais on peut montrer ça. Ça par contre je le fais pas. Donc j'ai ma solution sans second membre. Maintenant on s'intéresse à la solution particulière. Je la note U2. Ah, petite remarque, je reviens un instant sur la solution sans second membre. Donc ce que j'ai écrit en vert, en fait vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Hein. Vous pouvez passer directement de la solution de l'équation différentielle qui est là à cette solution-là. On peut quand même considérer que c'est, pas que c'est évident, mais que ça fait partie quand même des choses très très classiques. Et on ne va pas forcément vous demander une justification de ce résultat. Pour la solution particulière, il faut en trouver une, n'importe laquelle. Et ben, prenons la plus simple possible. Je vais chercher une solution constante. Et en faisant ça, ben, je sais que du sur DET, ça va s'annuler. Donc U égale E, on le remarque très rapidement, ben, ça fait l'affaire. Donc je vais rédiger comme ça. Donc évidemment, faites attention, ça marche bien parce que le second membre, il est constant. Hein, donc quand le second membre est constant, ce genre d'équation différentielle admet toujours une solution constante, comme solution particulière. Ça ne marchera plus quand le second membre va se mettre à dépendre du temps. Non, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais bon, là, c'est simple, on en profite. On écrit la solution générale. Donc la solution générale, c'est pas compliqué. C'est U1, U de t, et la somme des deux. Donc c'est A exponentielle moins t sur taux plus E. Donc ça c'est la solution sans second membre, solution générale, pardon. Et la dernière étape, on passe aux conditions initiales. Donc c'est toujours dans cet ordre-là qu'il faut le faire. Les conditions initiales, on va simplement écrire que en 0 plus, ça vaut 0, mais ça vaut aussi A exponentielle 0 plus E. Donc j'en déduis que A ça vaut moins E, et finalement l'expression complète de U de t pour t positif, bon, il y a une petite, je mets E en facteur, et ça donne ceci. Voilà, j'encadre le résultat. Je vais tracer rapidement la courbe. Hein, quand vous avez un résultat comme ça, c'est quand même bien de tracer la courbe. Pour tracer cette courbe, commençons par tracer des axes. On oriente et on nomme les axes. Donc ici T, U. Et on gradue les axes. Évidemment, l'axe des temps, je vais placer le temps caractéristique. Taux s'appelle le temps caractéristique. Et bien sûr, je vais placer la tension finale, grand E. Donc je place l'asymptote infinie. Et je peux commencer le tracé. Donc à t négatif, c'est pas compliqué. J'ai 0. Et ensuite, je sais qu'au bout d'un temps très long, U va tendre vers E.
Je vais ensuite tracer la tangente à l'origine. Donc pour ça, je vais placer taux sur l'asymptote infinie et ça va me définir un point. Donc la valeur de taux, elle est là, entre l'origine et taux. Je prends cette durée et je la place sur l'asymptote infinie. Je peux donc tracer la tangente à l'origine et je peux enfin compléter le tracé. Donc je démarre comme la tangente à l'origine. Je sais que quand j'arrive vers taux, je suis à peu près aux 2/3. Et je complète le tracé. Et je tends au bout de quelques taux vers l'asymptote infinie. Bon, le tracé, ouais, je pourrais peut-être le faire un petit peu mieux, notamment sur cette portion-là. Mais bon, ça reste très correct. Voilà pour ce début de la partie. On vous demande de tracer le portrait de phase. Donc on trace des axes. Et le portrait de phase, pour un premier ordre, il est assez simple. Donc je vous rappelle que le portrait de phase, c'est U en abscisse et sa dérivée en ordonnée. Et on sait que D2U sur D2T, d'après l'équation différentielle, c'est E sur taux moins 1 sur taux fois U. Je vous remonte l'équation différentielle qui est ici. Si j'isole D2U sur D2T, en fait, j'ai simplement à mettre le U sur taux de l'autre côté de l'égalité. Donc ça fait moins U sur taux, et ça donne ça. Et là, vous reconnaissez l'ordonnée, on va dire Y. Et ici, on reconnaît l'abscisse, X. Donc ici, c'est Y, et là, c'est X. Et on reconnaît l'équation d'une droite, d'ordonnée à l'origine E sur taux, et de pente, moins 1 sur taux. Donc là, vous devez reconnaître, donc ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Et là, vous reconnaissez la pente. Moins 1 sur taux. Donc vous avez, enfin, vraiment, c'est extrêmement simple. Vous prenez une droite comme ça. Ici, au niveau de la graduation de l'axe des ordonnées, ici on a E sur taux. On sait que, enfin vous le voyez immédiatement, lorsque U égale E, on est ici. On va flécher le diagramme. Alors, pour le flécher, c'est assez simple. Je dirais même que c'est trop simple. C'est tellement simple qu'à la fin, on se plante. Lorsque je suis dans le demi-plan supérieur, le demi-plan supérieur, c'est tout ça. Tout ce que je suis en train d'assurer là. D2U sur D2T est évidemment de signe positif. Hein, d'après le diagramme que j'ai tracé, ça peut que être comme ça. J'enlève ce que j'ai assuré. Si D2U sur D2T est positif, ça veut dire que U augmente. Ça veut dire que si je suis sur ce portrait de phase, donc je suis obligé d'être sur la droite, donc imaginons que je suis ici, U doit augmenter. Donc forcément, il faut que je me déplace vers la droite. Donc ça donne ce fléchage. Je peux faire la même chose dans le demi-plan inférieur, donc, bon, là, donc cette partie-là. Et dans ce cas, D2U sur D2T est négatif et U décroît, donc le fléchage se fait comme ceci. Donc si on suit les flèches, quoi qu'on fasse, on arrive à ce qu'on appelle l'état final, U égale E, et ça ne bouge plus. Et D2U sur D2T qui vaut 0. Et nous on avait l'état initial, qui était ici, pour U égale 0, et on a suivi les flèches, on est parti de là jusqu'à là. Donc voici pour le portrait de phase, on s'intéresse à l'énergie stockée dans le condensateur, donc on va simplement prendre les définitions qu'on connaît.
Donc si on connaît bien son cours, c'est assez facile comme question. Donc c'est l'intégrale de l'état initial à l'état final du travail électrique. Le travail électrique, c'est la puissance fois d2t. La puissance, c'est U fois I. Donc là, il faut faire attention, la puissance est U fois I. On vérifie que U, c'est bien la tension au bord du condensateur, et I, c'est le courant qui traverse le condensateur. C'est bon, donc c'est bien U fois I. Voilà. Je continue, donc c'est U fois I fois D2T. Et là, j'utilise le fait que j'ai un condensateur. Donc I, ça vaut CD2U sur D2T. Donc quand on remplace I, ça donne U CD2U sur D2T fois D2T. Donc là, on a envie de simplifier les D2T. Donc pour le dire proprement, on dit qu'on fait un changement de variable. Donc on fait un changement de variable. On passe de la variable T à la variable U. Donc c'était faire la variable U. Et ça nous donne le travail. Donc l'état initial, cette fois-ci on peut préciser, la tension initiale c'est 0, la tension finale c'est grand E, et ça fait CU D2U. Et ce genre d'intégrale, vous savez la calculer, une primitive de CU c'est 1 demi de CU carré. Entre 0 et grand E, et donc l'énergie stockée par le condensateur, elle s'écrit comme ça. Et on encadre le résultat. Donc on précise que c'est pour le condensateur. Voilà, on passe à la question suivante. On vous demande le travail fourni par le générateur. On commence de la même façon, donc c'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de... Alors cette fois-ci, la tension aux bornes du générateur, c'est grand E, c'est toujours grand E. Bon, je vais accélérer un petit peu, puisque c'est le même calcul. Alors, donc je suis arrivé jusque-là, et on a toujours, même si je m'intéresse au générateur, on a toujours I qui vaut C D2U sur D2T. Même si je m'intéresse au générateur, le condensateur, lui, il est toujours là, et il impose toujours ça. Donc je remplace. Donc l'énergie fournie par le générateur. Donc c'est E C D2U sur D2T fois D2T entre l'état initial et l'état final. Et on fait un changement de variable. On passe de nouveau de la variable T à la variable U. Donc changement de variable. Donc le travail fourni par le générateur, c'est égal. Donc là on peut préciser les intégrales. On va de 0 à grand E, de E, C, D2U. Alors comme E et C, c'est des constantes, je peux les sortir de l'intégrale. Donc ça fait E fois C, fois l'intégrale de DU. C'est-à-dire, j'intègre une constante. Donc ça fait une primitive CU, de 0 à grand E. J'applique l'opérateur crochet, donc j'évalue ce qu'il y a entre les crochets en grand E, moins ce que ça vaut en 0. Donc ça fait CE carré. Donc finalement, j'ai mon résultat. Le travail fourni par le générateur, c'est CE carré, et j'encadre le résultat. Voilà. On fait un bilan d'énergie. Donc, alors je peux déjà écrire le résultat.
La puissance fournie par plutôt le travail fourni par le générateur, il va se diviser en deux. Alors on sait que l'énergie, elle disparaît pas, elle se conserve. Donc c'est le travail qui est dissipé par effet Joule, plus ce qui est stocké par le condensateur. Normalement, c'est quelque chose qui se comprend bien. Donc le générateur fournit de l'énergie, et l'énergie disparaît pas. Donc une partie, ça fait de la chaleur, et une partie est stockée dans le condensateur. Ça se démontre. On va quand même même si c'est à peu près évident, on a E qui vaut RI plus U. Pour avoir une équation en puissance, je multiplie par l'intensité. Quand j'ai fait ça, je multiplie par D2T, chacun des termes, et je mets le signe somme entre l'état initial et l'état final. Et là, ce qu'on reconnaît, c'est la puissance, enfin c'est le travail fourni par le générateur. Ici, c'est le travail dissipé par effet Joule. Et ici, le travail qui est, enfin l'énergie stockée par le condensateur. C'est-à-dire l'équation qui est juste au-dessus. Donc par différence, on peut avoir l'énergie dissipée par effet Joule. Donc ça donne, bon là les calculs ils sont vraiment tout simples. Donc c'est le travail fourni par le générateur moins ce qu'a stocké le condensateur. Et là je mets directement le résultat, je pense que c'est très facile. Ça fait 1 demi de CE carré. Donc c'est un résultat qui est assez surprenant puisque la moitié de l'énergie fournie par le générateur se retrouve dans le condensateur et l'autre moitié se retrouve dissipée par effet Joule. Et le résultat ne dépend pas de la résistance utilisée. Donc ça peut paraître assez curieux d'avoir cette propriété-là. La raison, c'est que quand R est très faible, le condensateur se charge vite, donc le courant, l'intensité est très grande, et donc ça fait le RI carré, du fait d'être très grand, même sur une durée courte, ça fait un travail par effet Joule qui est conséquent. Inversement, si R est petit, le condensateur se charge très doucement, donc il y a un peu d'effet Joule, mais sur une durée très longue. Et ce qu'on montre par le calcul, c'est que ça donne exactement le même résultat. Donc c'est un résultat assez étonnant, quand même, à remarquer. Petite remarque, donc, ce résultat ne dépend pas de R. Et on a le problème on voit venir le problème de la charge d'un condensateur. C'est un peu comme une batterie, je mets des guillemets, mais le problème de la charge des batteries. Quand vous amenez le courant au niveau de la batterie, ça fait un peu d'effet Joule. Et comment vous faites pour surtout charger la batterie et pas faire trop d'effet Joule. Donc ça, on voit un petit peu ce problème-là arriver dans cet exercice. Donc la remarque, ce résultat ne dépend pas de R. On passe à la question suivante. Je crois qu'il n'y a plus rien en dessous, ouais, c'est bon. Donc cette fois-ci, on prend un montage qui est un petit peu plus compliqué. Vous avez un dipôle très particulier qui a une caractéristique comme ça. Et ce dipôle, il a sur sa caractéristique, il a une pente négative. Donc en fait, ça fait une résistance, on dit résistance différentielle négative. Quand il y a une pente négative sur ce type de diagramme intensité-tension, on a ce résultat-là. Et donc on vous demande de mettre ça en équation. Je dézoome un petit peu pour qu'on voit le montage lorsque je fais la mise en équation. Donc commençons par les lois d'Ohm et compagnie, le condensateur et le dipôle. Donc la loi d'Ohm, ça donne, je vais mettre un petit peu à droite, loi d'Ohm, ça donne W égale R fois K.
Vous avez le dipôle, c'est suggéré par l'énoncé, c'est F de U. Et vous avez le condensateur, donc ça c'est le dipôle. Et le condensateur, vous avez J égale C D2V sur D2T. Loi des nœuds, puisqu'il y a un nœud. Enfin, je dirais même qu'il y a deux nœuds, mais je vais l'appliquer qu'une seule fois, parce que si je l'applique au deuxième nœud, je vais obtenir le même résultat. Ça fait K égale I plus J. Loi des mailles, je vais en écrire deux. Vous avez grand E qui vaut W plus U, et vous avez U moins V qui est égal à 0, donc U est égal à V. Et normalement, quand j'ai fait tout ça, je crois avoir tout écrit. Et ce qu'on vous demande, c'est une équation différentielle en V de ce montage-là. Donc il faut que je me débarrasse de toutes les variables sauf V. Donc on va résoudre ce système de la manière suivante. Donc on a toutes ces équations et je dois garder V. Donc il faut que je me débarrasse de tout ce qui n'est pas V. Et bien sûr je vais garder résistance, capacité, la tension grand E. Ça c'est quand même des grandeurs qu'il faut que je garde parce que elles sont dans le circuit. Si on regarde ici, R il a une certaine valeur, E c'est vous qui le choisissez, la capacité c'est vous qui la choisissez, le dipôle vous l'avez choisi. Donc ça par contre il faut que je garde dans les équations. Alors je vais me débarrasser de U. Parce que ça va avec cette équation là. Donc quand je souligne, ça veut dire que je précise la variable dont je me débarrasse et je précise aussi l'équation que je vais utiliser. Une fois que j'ai fait ça, je vais réinjecter U partout où il est dans toutes les équations. Donc la première, U n'y est pas, donc je vais la recopier. Ici, je vais remplacer U par V, etc. Donc ça va donner le système suivant. Donc W égale RK. Donc, quand je procède ainsi, c'est un petit peu fastidieux, ouais, disons-le, parce que je suis tout le temps en train de recopier des équations, ça prend un petit peu de place. Par contre, le grand mérite de cette méthode, c'est qu'elle est assez systématique. Et donc, lorsque vous allez la mettre en œuvre, vous êtes à peu près assuré d'arriver au résultat. Donc là, j'avais 6 équations et 6 inconnues. Là, maintenant, j'ai 5 équations, 5 inconnues. Je peux me débarrasser de K. Donc je vais réinjecter K ici. Où est-ce que K apparaît également? C'est juste là. Donc ça donne le système suivant. W égale AR I plus J. I ça fait F de V. J ça vaut C D de V sur D de T. Et E égale W plus V. Donc là maintenant je passe à 4 équations et ainsi de suite. Donc, je vais continuer le calcul page suivante. Je vais faire un petit copier-coller. Voilà. Ça c'est l'avantage de pouvoir faire comme ça des copier-coller. Ce qu'on ne peut pas faire lorsqu'on a une copie et qu'on doit travailler au verso. Donc on passe son temps à retourner la feuille pour récupérer les équations. Donc là ça va, c'est quand même plus facile. Donc maintenant je vais me débarrasser de... je peux me débarrasser de... écoutez, là je vais faire I et J en même temps. Là je vois que ça ne va pas poser de problème. Donc ça me donne W... Alors, évitez quand même de le faire. Parfois on a des... lorsqu'on élimine deux variables en même temps, parfois ça marche pas, ça marche plus parce que en fait les deux variables elles étaient dépendantes
on ne le voit pas forcément, et à la fin on arrive dans une impasse. Bon, si c'est le cas, c'est pas grave, vous revenez en arrière, et vous éliminez les variables une par une, comme ça vous êtes sûr d'y arriver. Donc c'est D2V sur D2T, et on a E qui vaut W plus V. Donc maintenant je suis arrivé, hein, je me débarrasse de W, et ça donne l'équation suivante. Donc ça fait E égale R F de V plus RC D2V sur D2T plus V, sauf erreur. Et voici mon équation différentielle. Donc j'encadre le résultat. Donc je ne la mets pas forcément... voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas essayer de la remanier. Pourquoi? Parce que F a vraiment une expression qui est un peu compliquée. Donc c'est pas du tout une équation linéaire. Donc on peut la laisser comme ça. Donc je vérifie que j'ai bien répondu à la question. Donc établir l'équation différentielle en V. Alors pour simplifier, voilà, on prend R égale à 1 ohm, C égale 1 farad, sachant que cette valeur 1 farad est vraiment absolument gigantesque pour une capacité. E ça vaut 4 volts. Et on a la caractéristique I qui est là. Donc on prend ces valeurs sont données pour vous simplifier un petit peu les calculs. Et on vous demande de tracer le plus précisément possible le portrait de phase. Donc ce que je vais faire, c'est... je peux déjà commencer par... du coup, je vais répondre à la question 9. Je vais commencer ici. D2V sur D2T. Je vais l'isoler. Donc ça fait E moins F. R fois F de V moins V. Et le tout sur RC. Vu que on prend R égale, sauf erreur, on prend R égale 1 ohm, C égale 1 farad. Donc on va utiliser, ça va simplifier les expressions. Donc RC en fait ça vaut 1 seconde. Ici on va remplacer R par 1 et E on va remplacer par 4 volts. Donc D2V sur D2T c'est égal 1 sur 1 seconde. Donc là, je vais préciser l'unité dans cette équation-là. 4 volts moins 1 ohm fois F de V moins V. Évidemment, on va utiliser une écriture simplifiée parce que 1 sur 1 seconde, c'est quand même, ok, c'est 1 sur un temps. C'est pour ça que j'ai précisé l'unité, mais quand même, dans la suite, je vais plus l'écrire parce que 1 sur 1 seconde, on va dire que ça fait, on va laisser 1. Le 4 volts, je vais mettre 4. Le 1 ohm, là aussi, je ne vais pas le préciser. Et pour simplifier un petit peu l'écriture, on va utiliser l'écriture simplifiée, donc sans les unités, donc sans préciser les unités. Alors pourquoi je prends la peine de le dire? Quand vous faites des calculs en physique, il faut toujours vérifier l'homogénéité de vos formules. C'est important. C'est souvent ça qui vous permet de savoir si vous avez bon ou pas. Quand vous avez une formule qui est inhomogène, vous pouvez être certain qu'elle est fausse. Donc il faut laisser les unités. Mais dans ce cas, pour simplifier, j'ai pris une précaution, je l'ai quand même écrit, je vais enlever les unités. Donc 4 moins F de V moins V. Voilà. Et je vais pouvoir tracer le portrait de phase à partir de cette équation-là. Donc on va passer
Ici, on a donc D de V sur D de T, l'ordonnée, c'est 4 moins F de V moins V. On trace les axes et on commence le portrait de phase. Donc pour tracer le portrait de phase, ce que je vais faire, c'est... je prends un petit peu de place. Ce que je vais faire, c'est récupérer des points de la caractéristique F de V et placer quelques points. Et dès que je verrai la courbe, l'allure qu'elle a, je compléterai entre les points. Donc prenons... On va commencer ici. Je vais prendre ce point de la courbe. Lorsque U vaut 0, I vaut 0. Hein. I, je rappelle, ça vaut F de U. Hein, ça définit la fonction F qui est là. Donc lorsque U vaut 0, donc F de 0, ça fait 0. Je fais ici, F de 0, ça fait 0. Alors, V vaut 0, ben, ça fait donc D de V de T qui vaut 4. On va un peu graduer les axes. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai déjà un premier point ici. Je vais prendre un autre point. On prend le point pour U égale 1, I ça vaut 4 ampères. Donc je répète, pour V égale 1, F de V ça vaut 4. Je vous remonte. C'est ici, c'est ce point-là. Donc ça fait 4 moins 4 moins 1. Donc lorsque V égale 1, on est à moins 4. Ici c'est 1. Et là c'est 1. Donc moins 4, ben, il faut que je gradue. Moins 2, moins 3, moins 4. Donc j'ai un point qui va se situer à peu près ici. Donc la courbe entre les deux va certainement être comme ça. Ensuite, je vais prendre ce point-là. Hein, donc pour U égale 3, F de 3, ça vaut 0. Hein. Donc pour V égale 3, F de 3, ça fait 0. Donc ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Donc pour U égale... Enfin pour V égale 3. On avait dit que donc c'est 4 moins 3, ça vaut 1. Donc on a ce point qui est à peu près ici. Donc la courbe, visiblement, elle fait un truc comme ça. Elle passe par ce point-là. Elle passe par ce point-là. Et je vais prendre un dernier point. Allez, 4. Lorsque ça vaut 4. Ici, on a 4. Donc ça va. Donc lorsque V vaut 4, F de 4, ça vaut 4. Donc ça fait moins 4. Donc lorsque V égale 4, je suis à moins 4. Donc je suis à peu près ici. Je pourrais prendre d'autres points pour faire le tracé, pour l'améliorer. Mais là, j'ai quand même Là, je vais avoir l'allure. Regardez les points que j'ai choisis. C'est 0. Après, ici, on a une sorte... un maximum. Donc, à tous les coups, ici, je dois avoir en gros un minimum. Ici, j'ai un creux. Donc, à tous les coups, la courbe, elle fait comme ça, ici, à ce niveau-là. Et je passe par ici. Si vous n'êtes pas convaincu par ça, ce que je viens de dire, ben, libre à vous de rajouter autant de points que vous voulez entre ceux que j'ai déjà tracés. Donc moi, personnellement, je m'arrête là parce que ça va être plus simple. Et pour moi, ça me suffit. Hein, je suis convaincu du tracé. Voilà, j'ai complété le tracé. Donc maintenant, je vais m'intéresser au fléchage. Donc je vais utiliser le même argument que tout à l'heure. Dans la partie qui est que j'assure, là, la demi-plan supérieur D de V sur D de T est positif, donc V augmente. Donc sur toutes les portions qui sont dans ce demi-plan, il faut que V augmente, c'est-à-dire que ici, le fléchage va se faire vers la droite. Donc ça donne ceci. Et vous avez compris que quand je suis dans le demi-plan inférieur, ben c'est l'inverse.
V doit diminuer parce que D2V sur D2T est négatif. Donc on a ce fléchage là. Et l'intérêt du fléchage, vous allez voir, c'est que on peut identifier, on voit qu'il y a des positions qui sont des... Ah, je vais le mettre en vert, finalement ça va mieux se voir. Ce point-là, c'est forcément un point d'arrivée. Hein, on voit que les flèches y vont, ce point-là aussi. Et il y a ce point-là qui est un peu particulier, hein, parce que les flèches, elles partent de ce point-là. Alors c'est l'objet de la question 10. On vous demande de justifier, en fait il y a quasiment la réponse dans la question, on vous demande de justifier que les 3 points que j'ai placés là en vert sont des positions d'équilibre. En effet, lorsqu'on est sur l'axe des abscisses, on a D2U sur D2T qui vaut 0. Lorsque les abscisses, on a D2U sur D2T qui vaut 0. Donc on a bien des positions d'équilibre. Donc on a des positions qui sont stables dans le temps. Qui sont stables dans le temps. Puisque si D2U sur D2T vaut 0, ben U reste constant. Comme D2U sur D2T égale à 0, U peut rester constant en ces points-là. Et ce que vous dit le portrait de phase, c'est que parmi ces 3 positions d'équilibre, ben, il y en a 2 qui sont stables parce que les flèches, elles y vont. Hein, si je m'éloigne de ces positions, les flèches vous ramèneront toujours à ces positions. Et inversement, lorsque vous êtes sur la position, je vais numéroter, ça c'est la position 1, ça c'est la position 2 et ça c'est la position 3, et bien la position d'équilibre 2, elle est instable parce que les flèches, elles s'éloignent de ce point-là. Donc un exemple d'équilibre instable, c'est par exemple un stylo que vous posez sur sa mine en espérant qu'il va tenir tout seul sur sa mine. C'est une position d'équilibre instable. Hein, lorsque vous posez le crayon sur sa mine, le plus vertical possible, et ben vous voyez bien qu'il va finir par terre, votre stylo, alors que cette position est bien une position d'équilibre. Hein, c'est une position d'équilibre, mais elle est instable. Donc voilà, on écrit la conclusion. Donc les positions d'équilibre 1 et 3 sont stables, d'après le fléchage. Voilà, donc j'ai simplement rédigé la réponse. Bon, avec le fléchage, franchement, c'est à peu près évident. Et c'est à ça que peut servir notamment un portrait de phase. Il me semble avoir répondu à l'ensemble des questions et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.